Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Brut de préférence au sein de Volodalone. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différemment. D'habitude, j'envoie un sujet à Cyril à la dernière minute. Et puis cette fois-ci, il m'a envoyé un message en disant « Bah tiens, j'aimerais bien qu'on discute d'un sujet spécifique ». Alors il m'a envoyé, j'ai pas tout compris dans un premier temps, il m'a dit on va parler de Lovelock et du monde des pâquerettes. Alors là, autant vous dire que quand j'ai lu ça, je savais pas du tout c'était quoi. J'ai lu ça 2 heures avant la préparation. Et donc, j'ai essayé de me renseigner un petit peu pour pouvoir faire les questions. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors Cyril, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu qui est ce monsieur, Lovelock? Ouais. Alors de son prénom James Lovelock, c'est un scientifique anglais qui pour moi a amené des modèles qui ont une portée qui est gigantesque. Et puis pourquoi je proposais d'en parler? Parce que il est décédé il y a 15 jours, c'est quelqu'un qui est né en 1919, le 26 juillet, puis qui est décédé le jour de son anniversaire à 103 ans. Et il y a donc 15 jours de ça. Et puis comme c'est un scientifique que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup inspiré, eh ben, je trouvais sympa de faire le lien entre ce qu'il a apporté et la manière dont je m'en suis servi pour comprendre le mouvement et puis pour venir aider les sportifs au quotidien. Ok, donc James Lovelock, qu'est-ce qu'il a fait? Lovelock, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'était quoi sa vision et dans quel domaine il a pu apporter? Alors aussi étrange que ça puisse paraître, on n'est pas tout à fait proche du mouvement. James Lovelock, il est connu, alors c'est plutôt un biochimiste qui a différentes cordes à son arc. C'est un scientifique indépendant qui a travaillé avec différents organismes, dont la NASA, et qui est super connu pour avoir commencé à faire émerger dans les années 60, puis après avoir amené l'ensemble des arguments, des faits au soutien de ce qu'il a appelé l'hypothèse Gaïa. Donc il est très connu, il était très décrié aussi. Maintenant, à mon avis, son influence est considérable et sera encore plus considérable dans les années à venir avec les problèmes qui vont se poser. Eh bien, c'est cette hypothèse Gaïa qui a fait sa renommée. Et l'hypothèse Gaïa, c'est mis derrière, c'est Gaïa, on entend très souvent maintenant ce mot, qui est le nom d'une déesse grecque, déesse mère, déesse de la terre. Et lui, il l'avait mis comme Gaïa, la Terre est un être vivant. Ok, théorie de Gaïa, oui, j'ai dans Avatar notamment, le monde de la Terre dans lequel il s'appelle, c'est Gaïa justement. Ouais. Il y a toute une vie qui est autour de ça, puis enfin bref. Et donc cette théorie de Gaïa, j'ai lu aussi 2-3 choses en m'y intéressant avec. Ça parlait d'atmosphère, ça parlait d'équilibre. Enfin, honnêtement, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux peut-être essayer d'un peu développer? C'est super simple. Ah, je veux bien l'entendre. J'ai sorti un peu, justement, ici, un des premiers articles avec Lynn Margulis qu'ils ont publié. Là, on est en 1974. Et puis, pour la comprendre, il faut déjà comprendre la première ligne, en fait, de cet article scientifique. Et ces premières lignes disent, mais écoutez, si on prend la vie sur Terre depuis 3,2 milliards d'années, on va se rendre compte d'une chose, c'est que l'atmosphère, les conditions de l'atmosphère sont relativement stables et loin de la position d'équilibre. Et ensuite, partant de ce constat, il dit comment on peut avoir cette stabilité loin de la position de l'équilibre qui serait la mort, c'est l'équilibre thermodynamique, c'est la mort. Donc ce qui est loin de l'équilibre thermodynamique en étant stable, c'est la traduction de quelque chose, c'est une des traductions de ce que c'est qu'un organisme vivant. Et donc lui dit comment on peut expliquer cette stabilité de l'atmosphère alors que les conditions externes qui ont prévalu, et notamment là il donnait le degré de luminosité solaire, ont eu des variations qui sont gigantesques, qui peuvent aller de 30 à 100%. Donc vous êtes sur une planète, vous mettez un soleil qui est 2 fois plus puissant, et que vous avez une atmosphère, avec notamment la température, le degré de pH, qui reste stable. Comment vous pouvez l'expliquer? Voilà, ça part de, comme tout schéma scientifique, ça part de ce simple constat. Et lui propose une hypothèse pour venir expliquer ce qui jusque-là n'avait pas vraiment été traité, n'avait pas été vu comme une question importante. Voilà. Au moment où on parle de dérèglement climatique, on comprend bien l'importance d'être capable de répondre à cette question. Et donc c'est quoi qu'il avance comme argument? Enfin, ou en tout cas c'est quoi son hypothèse? C'est que tout s'autorégule tout seul?
C'est ça. C'est quoi qu'il y a derrière Si vous avez, par exemple, des taux de pH qui sont relativement stables et qui correspondent au pH dont on a besoin pour que les organismes vivants se développent, si vous avez une température qui est assez stable, qui correspond aux températures dont vous avez besoin pour que le vivant se développe, si vous avez 20,9% d'oxygène dans l'atmosphère, à 25-26%, même s'il pleut, vous prenez une allumette, il y a tout qui prend feu. Et donc, comment on peut expliquer que le truc est aussi stable? Première explication, il y a une espèce d'intelligence supérieure, une espèce de Dieu qui viendrait poser exactement comme ils font. Vous savez, s'il y a une horloge à peu près qui tourne, vous avez besoin d'un horloger. Bien évidemment, un scientifique, il ne va pas se positionner sur ça. Il va chercher à l'intérieur même du système ce qui peut faire que émerge cette stabilité. Et donc, l'hypothèse là, formulée par James Lovelock, c'est de dire que c'est les organismes vivants eux-mêmes qui vont créer les conditions qui sont propices à l'atmosphère dont ils ont besoin. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il disait que la Terre est un être vivant. Donc, chaque organisme vivant va faire émerger autour de lui ce qui lui correspond, donc va essayer de contrôler son environnement à la recherche de l'endroit où ce sera le meilleur pour lui. Il a souvent été décrié, en tout cas c'est ce que j'ai lu là, en préparant un peu l'interview, c'est que voilà, tu parles d'être vivant, et il y avait d'autres scientifiques qui disaient mais ça ne peut pas être un être vivant parce que la Terre ne meurt pas ou elle ne se reproduit pas, donc on ne peut pas la considérer comme un être vivant, donc votre théorie ne tient pas debout. Oui, alors... Et je pense qu'il a été décrit pour d'autres choses aussi, c'est assez controversé. Alors. C'est comme d'habitude, quand vous venez en plus sur une théorie aussi globale, qui prend la Terre en entière, il est évident que ça risque de susciter quelques réactions. Et alors, en même temps, il a été adoré, et puis en même temps, décrié. Bon, déjà, c'est souvent le propre des scientifiques qui sont plus indépendants, qui ont les capacités d'innovation, mais ça reste un scientifique, donc quelqu'un qui amène des faits, il amène une théorie scientifique. Et donc, il y a eu les deux courants. Il était beaucoup repris dans les années 70, vous avez tout le courant New Age, et qui a vu dans la théorie un truc génial. Pourquoi? Parce que disait Lovelock? Pour faire émerger une belle communauté, une atmosphère qui est suffisamment stable et puis qui convient à tout le monde, en gros, si je le simplifie au maximum en le mettant dans un courant New Age, il faut s'aimer. C'est-à-dire qu'il faut que les organismes vivants collaborent entre eux pour faire émerger le meilleur. Vous voyez, quand vous avez une théorie de la vie qui est là sur l'entraide, sur la collaboration, vous trouvez ça génial, et donc ça a été repris à fond par les courants New Age. Après, dans le schéma scientifique, il y a eu de tout. Comme d'habitude, dès qu'il y a quelque chose qui est... Mais il y a eu des gens comme Richard Dawkins, biologiste, qui se basait beaucoup sur la théorie darwinienne, en tout cas sur une partie de la théorie darwinienne, pour qui, notamment, ça remettrait en cause complètement la compréhension qu'on a du vivant, qui est basée sur le fait que la survie suppose une lutte, et le meilleur va s'en sortir. Et donc, pour lui, au-delà de la non-reproduction, puisque la Terre ne peut pas se reproduire, qui fait qu'on n'est déjà pas complètement dans un système vivant, eh bien, il y avait le fait qu'au sein des systèmes vivants, il y a une lutte pour sa propre survie, alors que là, la théorie semblait dire qu'il fallait juste que tout collabore pour participer au total. Et tu parlais de science, donc c'est un homme scientifique, il a prouvé certaines choses. Tu as des exemples concrets ou d'expériences qu'il a menées, que ça a pu... Et j'espère qu'il va nous faire comprendre par la suite le lien avec le mouvement, parce que pour l'instant, c'est un peu... Tu le vois pas, le lien, ouais, je le vois à fond, je l'ai vu tout de suite, donc on y reviendra. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le comprendre en termes scientifiques. C'est d'abord poser des grands principes d'organisation, mais après, ces grands principes d'organisation vont vous amener des hypothèses. C'est comme ça que fonctionne la science. Et l'hypothèse, vous êtes capable, par des expérimentations, de la valider ou de l'invalider. Donc, par exemple, il devait pouvoir montrer qu'il y a des substances, si c'est un système global de régulation, il y a des substances qui sont capables de passer des océans à l'atmosphère, de l'atmosphère revenir sur Terre, donc capables de venir circuler pour participer à ces régulations. Et comme c'était aussi un peu
quelqu'un qui était capable de construire des machines. Il a inventé des machines, par exemple, qui ont permis de mesurer, ce qui nous a permis de régler le problème de la couche d'ozone. Il a inventé des machines qui ont été capables de montrer qu'il y avait des organiques, par exemple les DMS, qui étaient des petits transporteurs pour le soufre, des petits transporteurs à iode. Et donc il montrait le lien direct entre, par exemple, des bactéries qui se dégradent dans l'océan et puis la régulation de la température au niveau atmosphérique et de la composition de l'atmosphère. Donc en fait, il a fait des prélèvements partout autour de la Terre pour montrer qu'il y avait bien des courants qui venaient générer cette espèce de stabilité. Voilà, sur l'oxygène, vous allez comprendre de la même manière. Si à un moment donné, les arbres sont capables, dans leur phase de croissance, de venir générer un petit peu plus d'oxygène, mais si vous avez trop d'oxygène, vous avez un problème de régulation qui va se poser, les arbres vont moins pousser, comme il y aura moins d'arbres, il y aura moins d'oxygène, et donc la régulation vient intrinsèquement de ces liens entre les éléments différenciés qui sont à la base, et puis le schéma global. Donc quasiment la quasi-totalité, 10-11 hypothèses qu'il avait formulées ont été prouvées depuis. C'est la même chose que toutes les théories. Vous pouvez être Einstein puis dire E égale MC2. Avant d'être Einstein, vous n'êtes rien. Donc si E égale MC2 passe, c'est qu'à un moment donné, il y a des observations qui montrent combien matière et puis énergie sont reliées. Il se passe exactement la même chose pour le bloc. Alors si maintenant j'essaye de faire le lien justement avec le monde du mouvement. Tu me parles d'arbres qui sont en interaction avec d'autres choses. Ces autres choses qui sont en interaction avec ces autres choses. Et donc si je ne prends pas en compte l'entièreté du système, ou en tout cas je peux avoir deux manières de voir les choses. Soit je prends l'arbre en individuel, soit je prends le monde dans lequel il évolue. Et donc il y a des interactions partout. Donc j'ai un regard plutôt, si je prends l'arbre seul, analytique, ou je le prends de manière plutôt globale, systémique. Maintenant, quand je fais le lien avec les préférences, je vois bien que les préférences, on est d'abord sur... je suis capable de faire du local, mais aussi du global. Est-ce que tu arrives à croiser ça pour nous donner un peu plus de détails? Et puis toi, comment dans ton organisation, dans ton cerveau, ça a matché les deux là? Bon. La première chose, c'est qu'en point de départ, pour dépasser l'approche purement analytique qui sait tout sur rien, en gros, c'est une approche systémique qui essaie de faire le lien, tu l'as dit, entre le local et puis le global. Et pour moi, ce que je trouvais qui était sexy, c'est de s'appuyer sur 3,2 milliards d'années de vie. Et ce que tu vois qui garde une constance sur aussi longtemps, tu dois pouvoir t'appuyer dessus, parce que c'est un peu plus solide que la théorie qui passe tous les 3 ans, et qui te dit qu'il faut faire de l'avant-pied ou qu'il faut faire quoi que ce soit d'autre. Donc j'étais à la recherche de quelque chose suffisamment stable pour me dire, je ne loupe pas ma vie. Je viens l'implémenter sur des choses dont je sais qu'elles sont suffisamment solides pour que je puisse lui donner un minimum de vérité pour pouvoir avancer dans la suite. Donc ça, c'est le premier registre. Le deuxième registre, en fait, qui est à l'œuvre, c'est ce lien entre local et puis global. Pour bien le comprendre, et je vais faire chaque fois le lien avec le sportif cette fois, on peut parler, dans 83, Lovelock a développé le monde des pâquerettes, Daisy World. Et Daisy World, c'est un monde, il l'a mis en numérique, là, avec un collègue, dans lequel il y avait une planète, au hasard la Terre, mais une planète, et puis il y a un soleil. Et donc il pouvait la luminosité la faire varier tant qu'il voulait. Sur une planète morte, si vous envoyez par exemple 10% de luminosité, vous allez avoir, imaginons, 3 degrés, à 20% vous allez avoir 6 degrés, et ainsi de suite. Donc vous avez un système linéaire qui est à l'œuvre. Et en fait, sur cette planète, il a commencé à mettre de la vie, du vivant. Et pour mettre de la vie, il a commencé par des pâquerettes. Et il a mis des pâquerettes blanches et puis des pâquerettes noires. Donc, ça veut dire qu'il a mis des systèmes vivants dont les qualités différaient. On va y revenir avec les préférences. Les qualités différaient. Mais elles avaient un besoin. On retrouve la même chose chez Canon, par exemple, avec l'homéostasie, ou chez Claude Bernard avec l'homéostasie. Vous avez un besoin, à un moment donné, à 37 degrés, tout le monde va bien. À 40 degrés, personne ne va bien. Donc on met des points de référence et on dit, pour qu'une pâquerette puisse s'épanouir, elle a besoin d'à peu près 15 degrés. Sauf que parfois, le soleil va envoyer 15 degrés et là, tout le monde va bien. Donc il regardait, lui, comment les pâquerettes allaient évoluer. À 15 degrés, tu avais autant de pâquerettes noires que de pâquerettes blanches. Puis maintenant, il envoyait de la luminosité pour 10 degrés. Et à 10 degrés, qu'est-ce qui allait se passer?
eh bien, les pâquerettes qui étaient capables de tirer parti de cette position-là, donc pas trop de soleil, pour se réchauffer localement, donc le noir, ce qui va attirer cette chaleur et la garder localement, c'était le noir, mais c'était favorisé. Donc à 10 degrés, vous aviez peut-être 2/3, 3/4 des pâquerettes qui étaient noires. Maintenant, si le soleil envoyait 20 degrés, ben, ça s'inversait. C'était plutôt les pâquerettes blanches qui étaient favorisées. Et donc, on voyait bien combien le système dans son ensemble se régulait, donc se mettait en lien. Donc, si on regardait chaque pâquerette, on ne va pas dire le blanc c'est bien, le noir c'est bien. On va juste dire, par rapport aux besoins qu'ont chacune des pâquerettes et des contraintes de l'environnement. Là, les contraintes, c'est le soleil, mais pour un sportif, c'est quoi le sol sur lequel vous agissez? Il est élastique, il est mou, il est dur. Et donc, il y a une interaction directe entre les contraintes externes et les ressources internes. Et donc, si je continue le lien avec le mouvement, on n'est pas tous les mêmes. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des terriens, il y a des aériens. C'est des systèmes qui n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, tous ont le droit de vivre, si ce n'est qu'il y a des environnements dans lesquels les besoins des uns vont être facilement, l'environnement va y répondre. Par exemple, un environnement de type attelé sur lequel il s'agit d'aller vite, avant-pied sur un sol rebondissant, va favoriser les gens qui ont un système, donc des ressources internes rebondissantes, de la même manière qu'un soleil qui est un petit peu trop haut par rapport aux besoins va favoriser les pâquerettes blanches. À l'inverse, un sable mou va favoriser le système d'ancrage qu'on retrouve chez les terriens. Et donc on comprend ces interactions entre le local, mon sportif qui n'est pas le même que l'autre, voilà, c'est comme ça, et puis le global, mon environnement qui suppose des ressources qui ne sont pas les mêmes pour les uns que pour les autres. Est-ce que tu as un exemple précis pour les plus concrets d'entre nous? Et on va peut-être reprendre parce que c'est assez connu, enfin les gens qui suivent Volodalen commencent à connaître le nom Jarod et puis ainsi de suite. Peut-être que tu peux nous expliquer concrètement ce qui se passe par exemple avec Jarod. Pour faire concret, chaque fois qu'on a un athlète, on part de ce qu'il exprime, donc sa propre ressource. Intrinsèquement, une pâquerette blanche, ça repousse le soleil, une pâquerette noire, ça l'attire. Enfin, la chaleur. Et on part de Jarod. Jarod, c'est un très aérien qui, dès qu'il arrive sur une piste d'athlée, puis qu'on lui demande de rebondir, c'est le bon Dieu. En gros, voilà, c'est la pâquerette qu'il faut à l'endroit où il faut. Pourquoi? Parce que l'environnement attelé suppose le modèle masse-ressort, il a le modèle masse-ressort en lui, et donc 80-90% du boulot que vous avez à faire pour favoriser le travail de rebond, lui, il l'a dans ses... Jusque-là, ça matche plutôt bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tant qu'on est là? Eh bien, on va dire, tu as une pâquerette blanche, et c'est très bien dès qu'une pâquerette blanche. Donc, on va jouer sur les qualités de la pâquerette. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'endroit où le soleil est, ce qu'il envoie comme type de chaleur, correspond bien au type de qualité intrinsèque de l'élément, donc là de l'athlète que vous avez devant vous. Vous jouez dans les forces de votre athlète. Donc point initial, l'environnement correspond à la qualité, on travaille la qualité. Voilà, donc il y a un bon alignement entre mes ressources et puis les besoins de l'environnement. Mais à un moment donné, mes ressources peuvent ne plus correspondre à l'environnement. Donc si on prend des e-words, si on prend notre manque de pâquerettes, on serait dans un cas où je suis une pâquerette blanche, la quantité de soleil est insuffisante qui arrive sur cette planète, il va falloir que je développe en moi le côté noir de la force. Et donc il va falloir que je développe le côté opposé. Dans le cadre de Jarod, il passe assez facilement maintenant de l'élasticité à la rigidité. Et donc tout aérien qu'il est, on ne va pas continuer à travailler dans sa qualité. Dans toutes les approches comme celle de Lovelock ou dans les préférences, l'absolu, vous ne l'avez plus. Vous avez un relatif au contexte. Donc c'est pas assez bien ou c'est pas bien, c'est de quoi j'ai besoin en priorité. Et donc quand on est passé en rigidité, j'ai besoin d'abord de quoi? J'ai besoin de pâquerettes plus noires. Et donc, alors là on ira dans le gris, comme c'est très blanc au départ, hein, on fait progressivement. Donc j'ai besoin de beaucoup plus de flexion. Et donc avec Jarod, on travaille beaucoup la flexion parce qu'il est arrivé au bout de sa ressource. Et donc maintenant, comme toujours, c'est un système d'équilibre, hein, c'est une balance d'équilibre, le long d'un curseur entre flexion et extension, de la même manière qu'on pourrait l'opérer le long d'un curseur température, on va aller à l'endroit où le besoin se fait sentir. Et si vous regardez les préférences, à chaque fois, le long de curseur et de polarité, nous avons mis des compétences métiers.
Donc, dans le cas de quelqu'un qui a une flexion, si je suis podologue, je vais venir créer des semelles qui sont plutôt molles pour attirer avec plutôt un système de pronation. Si je suis kiné, pour le soin, je vais plutôt jouer sur un modèle d'ancrage et puis un modèle de la police. Si je suis prépa physique, je vais favoriser un système de force, un système de stabilité par rapport au système de rebond. Parce que, compte tenu des contraintes qui sont induites par ce que l'on observe, c'est quoi l'atmosphère chez Lovelock? C'est le mouvement chez nous. On regarde le mouvement, puis on se dit, mais il est efficient, donc jouons que sur la ressource initiale de la personne, ou il n'est plus efficient. Et s'il faut que je m'abstrais de cette ressource pour la sauver, c'est-à-dire pour l'équilibrer, eh bien, je vais m'en abstraire et aller plus sur un système de flexion, ce que l'on fait au quotidien avec Jarod. Donc, on voit bien que derrière cette approche systémique, il y a repérage de qualité différenciée, repérage de besoins différenciés. Les gens qui disent qu'il faut travailler dans les forces ou dans les faiblesses, ça veut dire qu'ils s'abstraient complètement de cette réalité qui sait qu'un organisme vivant participe, il sait contrôler son environnement et en même temps, son environnement participe de lui donner les contraintes auxquelles il va devoir s'adapter. Contrôle et adaptation sont toujours là à l'œuvre, comme on le trouve chez Lovelock et son monde des pâquerettes, et comme on le trouve dans un organisme vivant en train de bouger comme un athlète. Je pense que c'est important de souligner ça, parce que très souvent, nous, après généralement une, peut-être deux formations, on entend souvent dire c'est un aérien, donc en fait je sais qu'il est aérien, je fais des exercices aériens. Et puis je ne fais que ça, en fait, je travaille que dans ses forces. Et puis évidemment, là on se rend compte que ça peut être très bien, à partir du moment où ça matche bien comme Jarod sur la piste d'athlée, ça va très bien. Mais en l'occurrence, ça peut avoir aussi des problématiques, puis si je ne suis pas capable de m'adapter et de modifier mon entraînement, en comprenant le besoin à l'instant T de la personne, on peut aller jusqu'à la blessure. Si Jarod continue à rebondir sur un mouvement très aérien, il peut rigidifier et donc finalement se blesser. Donc je pense que c'est quand même important de ressouligner ça. Il faut bien comprendre dans l'évolution des connaissances. Le fait, initialement, la connaissance était liée à quelle est la contrainte qui s'exerce. On le retrouve aujourd'hui avec le stress mécanique, c'est vraiment ça. Quelle est la contrainte qui s'exerce? La contrainte extérieure qui s'exerce explique tout. Le stress mécanique, ça va expliquer tes blessures. Premier niveau de la connaissance, l'extérieur s'impose à toi. Et c'est pas faux. Le système extérieur donne des niveaux de contraintes auxquels il va falloir que tu t'adaptes. Deuxième niveau de la connaissance qui arrive initialement avec les préférences, comme parfois elles sont perçues. Tu ne peux pas dire à un individu qu'il est l'équivalent d'un autre. Et donc dans ce même monde, qu'il doit réaliser la même chose qu'un autre. On voit bien qu'on diffère, on n'a pas les mêmes qualités, pas les mêmes corps, pas les mêmes manières de réagir. Et donc on commence à donner de la qualité à chacune des personnes. Si je prends au schéma sociétal, la société n'est pas tout. Chaque personne, on doit écouter son propre besoin. J'amène ça non plus dans une compétence systémique, ce qui est le modèle de Lovelock, pour essayer de comprendre comment l'un réagit avec l'autre, mais j'en fais un absolu. Et pourquoi j'en fais un absolu? Parce qu'il faut toujours une exagération face à une première exagération. Et donc, on a une deuxième exagération qui dit, ce qui compte, c'est de respecter la personne et puis son propre besoin. Ce que l'on voit beaucoup émerger maintenant, écoute, t'es quelqu'un de bien, donc vas-y, fais-le bien, et puis fais tout ce que tu veux de bien, qui te convient, tout bien. Comme s'il n'y avait pas des contraintes globales qui s'exerceraient. Et donc là, on va dire, si t'es rien, travaille rien. Si t'étais rien, travaille rien. Ça, c'est aussi bête, malheureusement, que le schéma initial. Il y a une partie de vrai dans les deux, et donc quand il y a une partie de vrai dans les deux, on ne va pas le résoudre ni chez l'un, ni c'est le monde qui explique qui tu es, ni chez l'autre, c'est tes qualités qui expliquent qui tu es, mais comme partout il y a deux points qui sont importants, on va comprendre l'interdépendance. Donc on va mettre de la compétence dans la relation de l'un à l'autre, ce que j'ai expliqué pour l'athlète, on pourrait l'expliquer pour un joueur de foot, et bien évidemment l'environnement foot dans ses contraintes n'est pas l'environnement athlé, vous avez besoin de plus de capacité à vous ancrer, à venir faire des inversions dans la stabilité, donc on va dire, le long du curseur d'extension-flexion, le foot a besoin d'un peu plus de flexion que l'athlé, un peu plus besoin de mouvements latéraux, même beaucoup plus que l'athlé. Et donc chaque fois, on va resituer le niveau de la contrainte liée à l'objectif du sportif, et on va dire, tiens, on doit la connaître. Donc on revient au système passé dans lequel l'extérieur, tu dois la connaître, tu dois être capable d'analyser ton environnement, et le système des préférences, on va l'utiliser pour ce qu'il est, on va comprendre tes ressources intérieures pour venir les faire matcher au mieux avec
ton objectif de consultation, qui peut être la performance, qui peut être j'ai mal. Et on va faire des propositions d'action très concrètes qui viennent équilibrer ce système pour permettre le plus possible d'aller dans la vie à l'endroit où je souhaite aller. Bien, pour clôturer cette capsule, est-ce que tu arrives à, comme on le fait à chaque fois, donner un conseil, mais peut-être qui arriverait à faire le lien justement entre le monde des Pack-Oread de Lovelock et puis du coup le monde du mouvement de chez Volodalen, et puis voilà, est-ce qu'il y aurait une phrase, une idée, une pensée qui pourrait clôturer ça? Un monde équilibré, si je reprends le Daisy World, a besoin de personnes qui ont des qualités différentes, mais c'est pas suffisant, et qui interagissent. Ça m'a beaucoup influencé aussi pour la création d'équipes pluridisciplinaires. Je suis tellement sûr de mes qualités que je comprends les missions que je peux réaliser et que je comprends ma place dans un ensemble dans lequel je vais interagir avec d'autres personnes pour essayer de créer l'atmosphère le plus efficace. Donc ce qui s'appelle l'optimum, le meilleur au sein même de l'équipe pour aller à l'endroit où on souhaite aller. Donc respectons nos besoins différenciés et participons avec des gens qui n'ont pas les mêmes besoins que nous à des espèces de solutions, des visions qui feraient en sorte qu'on va ensemble à l'endroit où on trouve qu'il est juste d'aller. Cyril, merci beaucoup. Merci.